Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale d'ActuWeb. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un fléau qui ravage la société actuelle, le hack. Nous allons d'abord vous présenter l'historique du hack, comment cela est né. Un reportage troublant, réalisé par John Draper, alias Captain Crunch, un des premiers hackers de l'histoire. Son surnom vient du fait qu'en trouvant un sifflet dans une boîte de céréales du même nom, il a réussi à téléphoner gratuitement en l'utilisant près d'un combiné. Il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour cet exploit. Steve Wozniak. Grand ami de John Draper, il apprend ses méthodes avant que ce dernier ne se fasse arrêter et crée par la suite un objet capable d'émettre un son à une fréquence de 2600 Hz, la Blue Box. Il aurait utilisé ce mécanisme pour téléphoner au Vatican dans le but de se faire confesser par le pape. Il deviendra par la suite cofondateur d'Apple. Hi. Hi. Where does this wire go? Well, you see, this is a telephone wire. And it's going to run from your house to the big cable on top of that pole. We imagine hacking to be all about computers, but it wouldn't be possible without the telephone network. And that's where hacking began. At a time when calling long distance was a luxury, phone freaks found a way of doing it for free. Telephone networks were controlled by tones. Getting in was easy, with the right equipment. It came in the shape of a free gift in a packet of breakfast cereal. This guy, right here, the Captain Crunch whistle. And if you glue this hole right here, like this, that's 2600. When you blow the whistle into the phone, a little chink sound, that's the acknowledgement coming in from the other side saying, you're ready to process the call. Phone phreaking was dead, but not buried. A worldwide revolution in technology was about to explode, and Captain Crunch would be there to inspire a whole new generation of hackers. Hacking had begun as the playful exploration of the phone network, but this was all about to change with the invention of the personal computer, a revolution in technology inspired by the hackers themselves. The Homebrew Computer Club met for the last time in 1986, leaving behind not just Apple, but 23 computer companies founded by its members. Hackers could claim to have created the modern world, but it was a world in which they would no longer be welcome. On February 15, 1995, a 2-year manhunt ended when armed FBI agents tracked down a wanted criminal to an apartment building in North Carolina. Hacking was about to become an outlaw profession. FBI, come to the door. I have a warrant for your arrest. About 1:30 in the morning, a knock comes on my door. And I didn't look at the clock, because if I looked at the clock, I wouldn't have even answered. Well, who is it? And they said FBI. Nous allons donc accueillir, pour nous parler des différentes formes du hack, un expert en la matière. Bonjour. Bonjour. Donc pour des raisons de sécurité, votre nom sera censuré. Vous êtes donc Jean-Jacques Piche. Eh merde. Et vous allez nous en dire un peu plus sur les différents types du hack. Tout à fait Thierry, je vais vous expliquer les différents types de hacks que j'ai étudiés tout au long de ma vie. Gary McKinnon, en 2001-2002, il s'introduit dans les réseaux de la NASA, du Pentagone et d'autres organismes en piratant en tout 97 machines. Tout ceci pour assouvir sa curiosité sur l'affaire Roswell ainsi que sur la zone 51. Il a été stoppé et il est aujourd'hui interdit d'accès à Internet. Kevin Poulsen, 1983. À 17 ans, il s'introduit dans des réseaux de communication et s'attire des problèmes. 1991, il se fait arrêter et est condamné à 4 ans d'emprisonnement en 1994. Les hackers cherchent à faire évoluer leurs connaissances en utilisant plusieurs techniques d'attaque. Elles peuvent être regroupées en 3 familles différentes. Les attaques directes, c'est l'attaque la plus simple. Le hacker attaque directement sa victime à partir de son ordinateur, et ce, en lui envoyant des paquets informatiques. Mais les programmes de hack utilisés restent faiblement paramétrables. Si vous vous faites hacker de la sorte, vous avez la possibilité de remonter à l'origine de l'attaque.
identifiant par la même occasion l'identité de l'attaquant. Les attaques indirectes par rebond. Cette attaque est la plus utilisée par les hackers. En effet, le rebond a deux avantages. Masquer l'identité du pirate et éventuellement utiliser les ressources de l'ordinateur intermédiaire car il est plus puissant pour attaquer. Le principe en lui-même est très simple. Les paquets d'attaque sont envoyés à l'ordinateur intermédiaire qui les répercute vers la victime. D'où les termes de rebond. L'attaque FTP Bounce fait partie de cette famille d'attaques. Si vous êtes victime de ce genre d'attaque, il n'est pas facile de remonter à la source. Au plus simple, vous remontez à l'ordinateur intermédiaire. Les attaques indirectes par réponse. Cette attaque est un dérivé de l'attaque par rebond. Elle offre les mêmes avantages du point de vue du hacker. Mais au lieu d'envoyer une attaque à l'ordinateur intermédiaire pour qu'il la répercute, l'attaquant va lui envoyer une requête, et c'est cette réponse à cette requête qui sera envoyée à l'ordinateur victime. Enfin, dans la majeure partie des cas, le déclencheur est l'utilisateur lui-même. En effet, c'est souvent lui qui va exécuter un fichier, donner des informations personnelles ou bancaires, etc. Ces techniques permettent d'infecter les ordinateurs avec différentes sortes de virus. Les plus connus sont les vers, qui sont des programmes autoreproducteurs. Ils se suffisent à eux-mêmes et n'ont pas besoin d'un programme hôte pour se reproduire. La méthode la plus courante de propagation de vers est l'envoi de courriers électroniques avec copie du vers en pièces jointes. Les chevaux de Troie sont des programmes qui permettent de prendre les contrôles à distance de votre machine et de lui faire exécuter des commandes à votre insu. Il n'y a pas de faculté autoreproductrice. Les bombes logicielles, quant à elles, sont de véritables petites bombes à retardement. Ce sont de petits programmes restant inactifs tant qu'une condition n'est pas remplie. Une fois la condition remplie, une suite de commandes est exécutée, dont le but, le plus souvent, est de faire le plus de dégâts possible. Le hack des ordinateurs ne sert pas exclusivement à la propagation des virus. Il permet aussi aux hackers de rechercher des failles dans les sécurités, de détourner l'identité ou de surcharger les réseaux. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire la différence entre les termes hack et crack. En effet, un crack, c'est illégal, c'est pas bien. Adrian Lamo, c'est celui qui a causé le plus de pagaille chez les administrateurs. Il a piraté de nombreuses entreprises en s'introduisant dans leur réseau, Microsoft, Yahoo, New York Times et bien d'autres. Il a prouvé ses talents à la télé en piratant l'entreprise de l'émission en moins de 5 minutes devant la caméra. Il est aujourd'hui expert en sécurité. La différenciation entre Black Hat et White Hat est un peu caricaturée car les White Hat et les Black Hat font d'abord référence au film de cow-boy américain avec d'un côté le gentil et de l'autre le méchant. Appliqués aux hackers, ces termes désignent les principaux camps des hackers. Ceux qui œuvrent pour l'intérêt de la communauté d'Internet, les White Hat, qui avertissent les entreprises de leurs découvertes, et les Black Hat qui vont se servir de ces connaissances pour exploiter ces failles à leur profit, sans que la victime ne soit au courant. On peut ici distinguer une catégorie un peu à part qui sont les Grey Hat. Comme le terme le laisse supposer, le Grey Hat rendra publique l'information, mais pas seulement à l'entreprise victime, mais aussi à toute la sphère Internet. Néanmoins, ces termes sont maintenant plus adaptés à l'univers de la SEO, plus qu'au hack en lui-même. Un White Hat est un pirate malgré lui, mais avec une bonne éthique. C'est généralement un expert en sécurité informatique qui se spécialise dans les tests de pénétration et de failles de sécurité afin de veiller à ce que les systèmes informatiques d'une entreprise sont bien sécurisés et pour la loi de la plupart des pays, tenter une intrusion ou découvrir une faille dans un logiciel ou un système informatique protégé est un délit, voire même un crime. Un Black Hat est un pirate qui a choisi de l'être. Il se spécialise dans la pénétration des systèmes informatiques protégés. Ils peuvent également utiliser des ordinateurs pour attaquer des systèmes informatiques pour le profit, pour le plaisir ou pour des motivations politiques ou sociales. On parle alors de cybercrime ou de cybercriminalité. Une pénétration d'un système nécessite souvent des modifications et ou des destructions de données, et se fait sans autorisation, et donc ils ne doivent pas être confondus avec les White Hat, qui mettent leurs connaissances au profit des entreprises pour justement contrer les Black Hat. Les Black Hat diffusent des virus informatiques et spam grâce à l'utilisation de logiciels spécialisés. Le terme peut également être utilisé pour les pirates qui craquent des logiciels pour en supprimer ou contourner les protections. Pour conclure, les deux clans se rapprochent souvent, et il n'est pas rare que leurs membres passent d'un camp à l'autre, parfois aidés par une arrestation. C'est le cas de Kevin Mitnick ou de Kevin Poulsen, ou encore Sven Jaschen, auteur du virus Sacer, recruté en 2005 par la PME allemande SecurePoint, par exemple. La suite, après la pub. Je craque mon slip, ça mérite. Avec le papier tout doux, je n'ai plus d'irritation. Souple et solide à la fois. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ActuWeb.
Aujourd'hui, le sujet traité est le hack. Nous allons maintenant parler des enjeux politico-économiques du hack sur notre société. Un reportage fait par Marie Dufour et Banana Split. Vladimir Levin, 1994, il s'introduit dans le réseau de la banque américaine Citibank. Il a eu accès à plusieurs comptes et a réussi à détourner 10,7 millions de dollars sur des comptes aux USA, en Finlande, en Allemagne, en Israël et en Hollande. 1995. Il se fait arrêter et se fait juger en 1997. Il écopera de 3 ans de prison. Jonathan James, 1999, à 16 ans, il pirate le réseau de la NASA les 29 et 30 juin. Il réussit à obtenir le mot de passe d'un serveur du gouvernement. Il met la main sur plusieurs fichiers ainsi que le code source de l'International Space Station, une base spatiale. Ces documents sont estimés à environ 1,7 million de dollars. Autre fait, Windows 2000 se fait craquer. En effet, le système d'exploitation de Microsoft s'est fait pirater et il a vu son code source dévoilé au monde entier sur Internet totalement gratuitement. Le hacker à qui on doit cette prouesse n'a jamais été retrouvé et court toujours dans la nature. Les enjeux économiques du hack sont l'espionnage industriel, les vols d'informations, le chantage ou le détournement de fonds, les arnaques et etc. Des logiciels ont même été développés pour permettre d'émuler une carte bancaire en ligne. Les enjeux politiques du hack sont défendus par deux sortes différentes de hackers. Certains hackers se revendiquent comme des garants de la liberté numérique absolue, c'est-à-dire qu'ils revendiquent le net comme un espace totalement libre et que le pouvoir politique n'a pas d'influence sur le net pour eux. Ce que je voudrais dire, c'est que les plus grands font des conneries plus grandes qu'eux sans pour autant s'en apercevoir, et j'espère que mon intervention leur fera prendre conscience que nul n'est à l'abri sur le net. D'autres hackers s'impliquent plus dans la politique. Ceux-ci, appelés activistes, infiltrent toutes sortes de réseaux, pas seulement les réseaux électroniques, mettant leur talent au service de leurs convictions et organisant des opérations coup de poing technologiques. Piratage, détournement de serveurs, remplacement de pages d'accueil par des tracts. Après cet instructif reportage, nous allons vous parler de... Ah, il me semble qu'on s'est fait hacker. Nous allons donc maintenant vous présenter les efforts mis en œuvre par la police afin de combattre ce fléau. Un reportage par Jean-Luc Mazzarelli et Patrick Sébastien. Kemit Mitnick, le plus célèbre et le plus doué certainement. 1980, à 17 ans, il s'introduit dans une centrale téléphonique et détourne les appels. 1983, il s'introduit dans un ordinateur du Pentagone et se fait prendre. Il a eu accès aux documents confidentiels de la défense américaine. 1994, il s'attaque à l'un de ses rivaux, Tsutomu Shimomura. Il effectuera son piratage le jour de Noël pour ne pas être dérangé. Il utilise alors une technique inédite, l'IP spoofing. Cette technique consiste à s'approprier l'adresse IP d'un utilisateur pour être totalement invisible aux yeux de la machine piratée. Condamné à 5 ans de prison dans les années 90, il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise, Mitnick Security. L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication appartient à la Direction générale de la police nationale et dépend de la Direction centrale de la police judiciaire. Cet organisme a été créé en mai 2000 afin de lutter contre la délinquance liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Leur activité opérationnelle principale sont les enquêtes judiciaires concernant les infractions liées à la haute technologie. Ils sont basés à Nanterre dans la région parisienne. On distingue 3 structures principales. La structure opérationnelle, divisée en 4 groupes, fraude aux moyens de paiement, internet, téléphonie, réseau. La structure technique, avec la gestion des signalements pédopornographiques, et la structure analyse et documentation opérationnelle. L'Office voit son activité judiciaire et demande d'assistance en constante hausse. Les enquêteurs spécialisés en criminalité informatique sont formés par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Ils sont au nombre de 1 par service régional de la police judiciaire. La formation de 4 semaines comporte la notion de bits octets, les disques durs, les registres, Linux, les enquêtes cyber, anonymisation sur Internet. Mais en réalité, peu de victimes déposent plainte, car les attaques proviennent de l'étranger ou sont de faible importance. Ou bien, car la résolution des problèmes en interne est possible, ou encore, car l'intrusion n'est pas détectée. Mais cela provient peut-être de l'incapacité de la police à contrer véritablement les hackers. Merci bien, mon petit Claude. De rien. Oh merde. Tout de suite, un fabuleux reportage sur les différentes manifestations des hackers à travers le monde. Il existe différents rassemblements de hackers. Parmi les plus connus, on retrouve la DEFCON, qui existe depuis 1983. C'est une conférence annuelle des hackers américains à Las Vegas, mais il est en train de devenir un salon pour l'emploi. On peut voir aussi des tentatives de rapprochement entre les hackers américains et chinois. Les Chinois qui, eux, ont la XCON. Une autre manifestation s'appelle la Chaos Communication Congress. C'est le rendez-vous annuel des hackers depuis 1984 en Allemagne,
et depuis 1998 à Berlin où elle a été déplacée. Et cela se déroule entre le 27 et le 30 décembre. Il existe aussi des conférences Black Hat. Cela rassemble des experts des agences gouvernementales américaines et des industries américaines. En France, on peut retrouver les Nuits du Hack, qui est l'une des plus anciennes conférences du hack en France. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère qu'après ces différents reportages, vous aurez compris que le hack, c'est mal.